Impeccable. Bonjour tout le monde. Je vois que ça continue à se connecter. Là, normal, on est pile poil à l'heure. Je crois que tout fonctionne. Vous pouvez nous mettre dans le chat, hein, ceux qui sont habitués. Là, vous avez un chat en bas à droite. Vous pouvez nous mettre coucou, bonjour, on aime bien. Je vous rappelle le format pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je vais poser des questions à Fabien. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent, hein, finalement, pas mal, Fabien. D'argent et de patrimoine. Voilà, pendant une trentaine de minutes, je vais te poser des questions sur le sujet du jour. Hein. On avait annoncé 7 erreurs qui peuvent ruiner votre patrimoine. Allez, ça va être cadeau. On va vous en offrir 10 ou 12. Hein. C'est ça, je crois. Fabien, c'est prévu. On n'a pas compté. On ne veut pas que vous soyez ruinés. On n'a pas de limite. On n'a pas de limite. Voilà. Et pendant le chat, pendant l'échange, là, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat en bas à droite et on prendra le temps après d'y répondre. Dans le chat, je commence à vous mettre d'ailleurs, je vous mets tout de suite, le lien de la chaîne YouTube, parce qu'on nous demande toujours, est-ce qu'il y a des replays, je n'ai pas pu venir ou je suis en retard. En fait, vous allez retrouver tous les replays de tous les webinaires qu'on fait, aussi bien sur la gestion de patrimoine que sur l'immobilier, que sur le modèle de franchise pour ceux qui veulent se lancer à leur compte. Et je commence souvent ces webinaires par une météo des taux. Là, je vois des bonjours, salut. Ça, c'est les habitués. Une météo des taux, puisque je vois qu'il y a quelques agents immobiliers là, dans l'assemblée, ça va les intéresser. On a une météo finalement qui est assez clémente pour le mois de juin. C'est pas parce que c'est l'été, mais c'est la réalité des taux. C'est-à-dire qu'on a des banques qui ont certaines stabilisées, d'autres augmenté un petit peu, qui étaient bien compétitifs sur le marché, de 0,10, des fois 0,20. Et on a surtout une banque nationale qui a baissé ses taux à 3,10 sur toutes les durées et 3,20 sur 25 ans. Donc, à mon avis, là, c'est le moment d'en profiter au mois de juin pour bénéficier de ces taux-là. Parce que là, on a des différences aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est rarement arrivé hein, depuis qu'on a commencé il y a plus de 10 ans, mais là, on a vraiment des différences de taux entre établissements bancaires qui sont franchement pratiquement, alors pas d'un point, mais peut-être de 0,80. Donc là, ça vaut le coup de effectivement faire le tour des établissements bancaires ou consulter un courtier. Là, ça prend tout son sens. Alors, à la fin, toute fin, je crois que tu nous donneras une petite anecdote terrain, hein, Fabien, de client. Je crois que c'est prévu. Oui, voilà. oui, celle-là, elle va nous faire rire. Elle n'a pas fait rire les clients derrière, mais elle va nous faire rire et vraiment dans le thème. Avant de commencer à te cuisiner là, de questions, j'aimerais bien quand même, parce qu'on va parler d'argent, mais j'aimerais bien que tu reprécises quand même sur ce sujet-là du patrimoine, qu'est-ce que Prélis Family peut apporter, parce que certains le savent, mais Prélis Family n'a pas pour vocation à commercialiser des produits financiers, des produits d'assurance et de l'immobilier. Donc, comment Prélis Family peut aider les clients? Mais globalement, cette indépendance dans le jugement, cette indépendance dans les objectifs du client fait qu'on arrive à regarder l'ensemble des projets et à avoir un biais neutre uniquement dans les intérêts du client. Donc on peut avoir de très bonnes propositions du banquier, de très bonnes propositions de l'agent immobilier, de très bonnes propositions de conseils à côté. Prélis Family est juste là justement pour regrouper tout, voir si c'est cohérent avec la situation actuelle et avancer à côté du client. Donc c'est vraiment ça qui est mis en avant aujourd'hui et qui plaît beaucoup à nos clients, c'est qu'on n'est pas jugé parti, tout simplement. Ok, donc c'est un vrai tiers de confiance. Tiers de confiance. Ok, on peut le résumer comme ça. Allez, on démarre. Donne-nous, Fabien, peut-être les premières erreurs pour mettre qui peut mettre le patrimoine en danger. S'emballer. Quand je dis s'emballer, c'est être sur le premier placement venu. Non, pour être plus sérieux et par les placements, oui, s'emballer, c'est oublier son épargne de précaution. Je pense qu'avant de chercher du rendement, il faut pouvoir, dans son patrimoine, encaisser les imprévus. On a tous subi des pertes de revenus, des travaux, des pannes, des problématiques de santé, des urgences familiales, enfin bref, plein de choses qui nous arrivent comme ça de gauche et de droite. Et si on n'est que sur des actifs longs, on peut parler d'actifs financiers, on peut parler d'immobilier, qui sont des actifs longs, ben forcément, on va devoir vendre. Et si on vend des actifs longs, on ne les vend forcément pas au meilleur moment. Donc,
Le but, c'est de ne pas casser cette épargne longue qui peut devenir dangereuse. L'épargne de sécurité, ça ne sert pas à devenir riche, hein, mais ça sert juste à éviter de redevenir pauvre demain en cassant un placement long. Ok, donc ça c'est le conseil, quoi. C'est la petite phrase signée Fabien Foulon, ça. Exactement. Surtout, n'oubliez pas l'épargne de précaution pour ne pas redevenir pauvre demain. Ok. J'ai déjà entendu ça d'ailleurs, moi, ce comparatif, je dirais, mais tu peux nous expliquer, parce que je crois que c'est des erreurs qui sont aussi faites sur le terrain. Qu'est-ce qu'une bonne dette et une mauvaise dette? Je dirais déjà, dans les erreurs qui ruinent le patrimoine, pour rester dans le terme, c'est d'avoir peur de l'endettement. Parce que dès qu'on parle d'endettement, le mot endettement peut faire peur pour certains. Et comme on dit toujours, il y a les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Petite référence, il y a les bons chasseurs et les chasseurs, mais là, j'arrêterai là. Les bonnes dettes, c'est celles qui vont vous permettre de construire un patrimoine. C'est celles qui vont vous donner de la valeur. Acheter un bien immobilier, financer une formation qui va vous permettre un tournant professionnel, acheter une entreprise pour changer de vie et développer une nouvelle activité. Voilà, tout ça, c'est des bonnes dettes qui contribuent au développement. Les mauvaises dettes, malheureusement, je vais tourner peut-être autour du précosso, du revolving, c'est tout ce qui finance du train de vie. Donc, on rembourse demain ce qu'on a consommé hier, hein, c'est-à-dire des vacances, une voiture ou un achat impulsif. Et finalement, on peut le regretter. Ouais, je fais un petit parallèle parce que tu parles de crédit revolving, de vacances, etc. C'est un petit peu comme finalement les soldes, où quand on a besoin d'un produit ou pas besoin, quand on a besoin du produit et qu'il y a 30% de remise, on a gagné 30%, mais quand on n'a pas besoin du produit, on a perdu 70%. Finalement, c'est un peu ça, quoi. Mais... Exactement. Et quand on le revend, on perd encore plus. Donc, et quand on le revend, on perd plus. Ok. Alors, quand on parle patrimoine, argent, on parle souvent finalement placement financier. Hein. Sur le marché, on voit pas mal je dirais, de taux de rendement qui sont proposés, qui sont affichés. Qu'est-ce qui peut générer là-dessus une erreur dans l'affichage du taux de rendement? C'est de tout miser sur ça, c'est de tout miser sur le taux qu'on voit en face de nous. Hein. Le rendement qu'on vous annonce, souvent, ce n'est pas le rendement que vous gardez ou ce n'est pas ce que vous avez dans votre poche. Si je parle de l'immobilier, il y a des petites choses qui viennent se greffer dessus, hein, des frais d'assurance, copro, syndic, des frais de gestion, enfin, et ainsi de suite. Donc, l'erreur qu'on voit souvent, c'est qu'une personne nous dit « Ah ben, la proposition de Monsieur X, elle est meilleure parce que lui, il est à 5 et Monsieur Y, il me propose 4. » Ouais, enfin, c'est bien, c'est 2 taux. Oui, c'est sûr que même un enfant de CP, 4 est inférieur à 5 ou est inférieur à 6. Mais à la fin, il faut analyser qu'est-ce qui reste vraiment. Vaut mieux un 4 qui soit net, liquide, simple, qu'un 6 brut où on ne comprend en plus pas le produit et qui devienne compliqué, voire bloqué dans le temps. Ok, donc là, ce que tu es en train de nous dire, finalement, c'est qu'il faut creuser, regarder les petites lignes et finalement essayer de trouver le taux de rendement net, quoi, c'est ça? Exactement. Avant de signer un produit, vous allez d'abord chez l'ophtalmo, puis chez l'opticien. Vous regardez toutes les petites lignes et ensuite, vous voyez vraiment ce que ça peut vous procurer. Donc, net de frais, c'est ça, c'est assurance vie, c'est net de droits d'entrée, de frais de gestion, enfin, tout ce qu'il peut y avoir en moins. Ouais. Petite précision, justement, parce que l'assurance vie, c'est quand même le placement, je crois, hein, numéro 1 des Français. Je crois qu'il y a le préféré, je crois qu'il y a plus de 2000, il me semble, 2000 milliards d'euros de placés dessus. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil et comme type de frais qui existent justement sur l'assurance vie? Alors, on a déjà, quand on verse, des frais d'entrée. Donc ça aussi, hein, d'une banque A à une banque B, d'un assureur A à un assureur B et d'un CGPA à un CGPB, on n'a pas la même façon de faire les choses. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas ou je ne dis pas qu'il en faut. Il faut qu'il soit justifié par un accompagnement ou par un sérieux, par le produit en tant que tel. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, on a des frais de gestion. Des frais de gestion, c'est tout simple à expliquer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'assurance vie, on a exemple 2 enveloppes. Le fonds général, ce qu'on appelle le fonds en euros, puis un fonds action. Le fonds en euros délivre une performance réelle de 3, par exemple.
mais derrière la compagnie d'assurance pour mettre à l'intérieur, prendre ce qu'on appelle des frais de gestion, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40. Et donc, le client, lui, retrouve 3 moins les frais de gestion pris par la compagnie. Et idem pour le marché action. On peut avoir une performance positive pour le marché action et des frais de gestion. On peut avoir une performance négative et des frais de gestion quand même pris par l'assureur. Donc, c'est le deuxième type de frais. Il y a quelquefois des frais de gestion quand on confie la mission à un assureur de gérer son patrimoine, donc de faire des allocations d'actifs. Il y a quelquefois des frais de retrait ou des frais sur des options. Mais voilà, ça peut vite, d'un rendement de 3 et, encore une fois, comme on dit tout à l'heure, affiché 3, se retrouver net des frais de gestion, puis ensuite net de fiscalité, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, à 1 point, 1,10, 1,1. Donc rien. Sachant que le net de fiscalité est le même pour tout le monde, a priori. C'est effectivement tous les frais qui peuvent varier d'un assureur à l'autre ou d'une banque à l'autre. C'est ça, hein. Exactement. Ok, et alors demain, moi, si on me propose, alors c'est vrai qu'on en voit aussi sur les réseaux sociaux, pas mal, sur ce canal-là, mais allez, un taux de rendement, je dirais, à 7, 8%, peut-être brut, sans risque, sans aucun risque. Qu'est-ce que tu dis quand tu vois ça? Foutaise. Voilà. Vous aurez la réponse des équipes, que ce soit Adrien, Véronique ou moi. On a un peu d'expérience et aujourd'hui, le rendement annoncé à des taux qui dépassent l'entendement, et je vais donner un petit tips par rapport à ça. Parce que je te coupe, mais 7-8, pour ceux qui nous écoutent, ça peut paraître faible, hein, mais il faut aussi. Voilà. L'appât du gain. Souvent, c'est l'appât du gain. Souvent aussi, attention, ça peut être des arnaques. Du 6, 7, 8% annoncés et qui deviennent des opportunités limitées, des réservées à quelques clients, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Enfin bref, voilà. Donc, si je devais faire simple aujourd'hui, pour te répondre, Damien, basez-vous sur l'OAT. Donc, l'OAT, c'est le taux auquel l'État emprunte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, faisons simple, on est entre 3 et 4%. C'est-à-dire qu'un placement sans risque aujourd'hui suit plus ou moins, attention pour les puristes, le niveau de l'OAT. Donc, dès lors que l'on dépasse un petit peu de 1 point, 2 points, 3 points ce niveau d'OAT, donc comme tu citais, le 7, le 8%, on est sur quelque chose qui n'est pas garanti, qui est potentiellement risqué, qui est potentiellement bloqué. Après, c'est pas dérangeant d'accepter de 7 ou 8%, 10 sans risque, mais il faut connaître les écueils, peut-être la durée de blocage, peut-être les modalités de retrait, voilà, donc à suivre. Mais aujourd'hui, un placement sans risque, prenez un fonds en euros, on est entre 3 et 3,5%, ça devient un placement dit sans risque. Ok, très clair. Je rappelle quand même l'OAT, là, tu reprécises si je dis des bêtises, mais l'OAT, c'est le taux obligataire, souvent sur 10 ans, hein, et c'est le taux auquel, d'ailleurs, la France, l'État finance sa dette, hein, c'est ça. Donc on est entre 3 et 4% aujourd'hui. On est aussi concerné, nous, d'ailleurs, dans l'immobilier, puisque les taux sont souvent corrélés à l'OAT, et c'est ce qu'on scrute en ce moment. Pas tous les jours, mais toutes les semaines, avec notamment le conflit qu'il y a en Moyen-Orient, où il y a des petits soubresauts OAT, et donc on prend des petites suées. Au mois de mai, on a la OAT qui a frôlé les 4% et qui est redescendu là à 3,5, 3,6%. Ouais. Ok, donc ça, c'est un bon conseil. Regardez l'OAT, comment il en est. Parce que finalement, l'OAT peut bouger aussi. Hein. Il y a 15 ans, il était, je ne sais pas, peut-être à 6 ou 8%, l'OAT. Hein. Et il y a 3-4 ans, il était encore plus bas, si je ne me trompe pas. Ouais. Exactement. Ça suit, les banques indexent leur barème de crédit quasiment là-dessus. Donc, globalement, un taux sans risque, c'est autour de l'OAT, autour d'un taux de prêt bancaire. Enfin, c'est un peu une référence ou un étalonnage qu'on peut donner à tout le monde. Ok. Alors, ça ne va pas plaire à nos agents immobiliers qui nous écoutent, mais on est là pour donner du conseil et du vrai. Le risque, ça, c'est une erreur, a priori, de tout mettre. Alors, j'allais dire tout mettre dans un seul placement, c'est sûr, mais tout mettre dans l'immobilier, a priori.
Oui, l'un des risques que l'on voit, par rapport à ce qu'on se disait, Damien, c'est-à-dire que le rendement sans risque, on a souvent entendu qu'il ne rapportait plus rien. Le vrai rendement sans risque, hein, on a connu des livrets A à 0,75, un point, des livrets de banques d'Internet quand elles ont commencé, où c'était du 3-4%, puis on avait du 0,10 dernièrement sur des Fortunéo, Oui, Boursorama. Donc tout le monde s'est dit 100% IMO. L'IMO, c'était du 3, du 4, du 5, du 6, hein, potentiellement de rentabilité, puis une revalorisation du bien. Mais tout mettre dans l'immobilier, c'est oublier de faire face peut-être dans des budgets à des vacances locatives, à des impayés, à de la fiscalité qui peut arriver. Peut-être un marché en baisse, on a peut-être mal jaugé l'endroit où on investissait. Donc en cas de besoin, on parlait toujours tout à l'heure d'épargne de précaution, en cas de besoin, tout mettre dans l'immobilier, ouais, ça devient un vrai problème. ok. Après, Donc, on a beaucoup de clients, Damien, pour répondre à cette question aussi, qui ne jurent que par l'immobilier. Le tout, nous, dans nos études, c'est qu'on leur met les 2 ou 3 warnings qu'il y a au cas où il arriverait quelque chose. Je pense à une seule chose simple, un décès. S'il arrive quelque chose, que le patrimoine immobilier n'est pas liquide et qu'il faut payer les droits de succession parce que la famille s'est constituée un beau patrimoine, comment on fait concrètement pour payer? Je rappelle qu'il faut payer dans les 6 mois et qu'ensuite ça déclenche des pénalités. Donc vendre vite un actif dans les 6 mois, vous connaissez la rhétorique, on va avoir des gens en face qui vont nous dire je vous achète ça moins 10, moins 20, moins 30, c'est les soldes aussi. Mais là par contre en face ils font des bonnes affaires. ouais, c'est certain. Alors souvent, alors c'est pas le seul critère hein, de choix d'investissement ou de placement, mais la fiscalité. On parle souvent de fiscalité, on parle souvent de réduction d'impôts. Oui. Dis-nous quelles sont les erreurs qu'on peut faire en choisissant un placement avec cet objectif-là et ce critère-là. Bah, la première question que l'on pose aussi souvent dans des montages, et je vais revenir sur ta question, c'est pourquoi vous le faites. Et quand on entend un client qui nous dit ouais, mais grâce à ça, je vais payer moins d'impôts, parce que la personne, malheureusement, en face, potentiellement, ne lui a vendu que le gain fiscal, et qu'on commence à regarder le sous-jacent, quel qu'il soit, hein, qu'il soit financier, par exemple, je pense à un PER, alors que la personne, peut-être, n'a que 25 ou 30 ans, n'est pas propriétaire de sa résidence principale, ou quelqu'un qui paye beaucoup d'impôts et qui voulait investir à l'époque dans un Besson, Pinel ou ainsi de suite. S'il n'a pas regardé le sous-jacent, l'emplacement, la qualité du promoteur, enfin bref, tout ce qu'on connaît dans l'immobilier, ne jurer que par un avantage fiscal, c'est risqué. Pourquoi? Parce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, une loi de finances change. Ça n'existe pas, hein, Damien, dans la vraie vie, des lois de finances qui nous changent tout, la fiscalité. Finalement, on a investi en temps 1 et dans temps 3, on a tout perdu, entre guillemets, parce qu'on se retrouve avec un actif illiquide, invendable, tout ce qu'on veut. Ouais, donc le conseil pour la notion de fiscalité, si je comprends bien, finalement, c'est prenez-le comme un moyen c'est ça, un moyen d'arriver à, mais pas une fin en soi, quoi, c'est ça. C'est j'investis. Si je peux avoir j'investis parce que je crois en ce que je fais. Si en plus, grâce à un montage, je peux avoir un montage ou une loi, je peux avoir un avantage fiscal sous-jacent. Si je ne fais pas, tant pis. Ok. Alors, une erreur à ne pas faire aussi qu'on entend souvent, c'est un conseil qu'on donne ou qu'on lit, qui est de dire qu'il faut éviter de garder trop d'argent qui dort. On entend souvent cette phrase. Hein. Moi, je l'ai entendu aussi plus jeune, évite d'avoir de l'argent qui dort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'a priori, on s'appauvrit à avoir de l'argent qui dort. Quand on dit qu'on a de l'argent qui dort, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui aujourd'hui sont attentistes. Donc, mettent ou gardent l'argent sur un compte bancaire ou sur un livret type livret A hein, ou autre livret. Et puis attendre toujours que ça soit mieux, que les taux de crédit soient mieux, que l'immobilier soit moins cher, Oui. que le rendement des assurances vie augmente, que les actions montent. Enfin, bref, attendre. Et donc, trop garder d'argent à court terme, voire être trop attentiste, c'est s'appauvrir en silence, parce que finalement, l'inflation derrière, elle vient nous juguler quelque chose où finalement notre capital vaut moins quand on le regarde qu'avant. Puis il y a plein de trains qui sont passés, potentiellement dans l'immobilier notamment. On va prendre cette référence-là. Je pense que le marché n'a fait que continuer d'évoluer. Les taux, c'était les soldes. Quand on a des taux à 1, 1,5, aujourd'hui 3, 3,5 devient
presque une norme. Hein. Là, je te laisserai me dire si je dis une bêtise, mais il ne faut pas s'attendre à retrouver les taux à 1% l'année prochaine ou les années suivantes. Donc, n'attendez pas, ne soyez pas attentistes, gardez des parts de précaution et réfléchissez à investir. Ouais, ben, tu as raison. Donc, du coup, là, c'est l'attentisme. Si on peut résumer, c'est ça. L'attentisme, il n'y a pas. C'est un peu comme se mettre à son compte. Il n'y a jamais de moment parfait. Donc, c'est ça. Hein. Si le projet est bon, si le marché est bon, si le projet est réfléchi, il faut y aller. C'est aussi finalement comme de l'achat immobilier. Alors, là, c'est mon expérience. Ça fait 25 ans qu'on est dans l'immobilier. Moi, j'ai rarement vu un achat de résidence principale mettre des gens en défaut de paiement. Il peut y avoir des cas un peu extrêmes où vous achetez 10-20% de plus que sa valeur, il y a les frais de notaire à ajouter, vous êtes obligé de revendre dans les 3 mois qui suivent pour une séparation ou autre, et là, certains peuvent rajouter un peu au pot, mais moi, je ne connais pas je ne sais pas toi Fabien, hein, mais de gens qui ont perdu de l'argent en achetant de l'immobilier. Donc, plus on attend, plus on perd, et plus on se rapproche de la retraite. Hein. Ça, c'est quand même une grosse erreur aussi. Hein. Non. Ouais. Ce qui nous a vu, parce que je rebondis, je me permets, hein, dans les erreurs, c'est des erreurs de timing quelquefois. Quand tu parles de résidence principale, c'est peut-être des gens qui ont été en difficulté, c'est par des prêts relais mal calibrés, donc ils ont été mal potentiellement accompagnés. Mal et conseillé. Globalement, voilà, exactement. Parce que quand on se retrouve à payer le prêt principal et ne pas avoir vendu l'autre bien qu'on avait derrière, voilà, ça c'est une erreur qui a un patrimoine, c'est l'accompagnement. Ok, tu peux aussi nous parler de l'erreur de. Alors, ça rejoint le sujet dont on vient de dire, hein, c'est l'attentisme, mais mettre de l'argent sur son livret A ou mettre tout sur le livret A ou la totalité sur ses comptes courants, donc par définition non rémunérés, même s'il y a des banques de temps en temps qui font des offres promotionnelles pour récupérer des clients avec des comptes rémunérés. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Allez, je vais te dire, il ne faut pas confondre épargner et investir. C'est deux. Pourtant, ça ressemble hein, dans la sémantique hein, ou alors dans l'esprit de tout le monde. Hein, qu'est-ce que je vais investir demain? Je vais épargner. C'est la même chose. Pour moi, épargner, effectivement, c'est l'épargne de précaution. En plus, on vient de redire le mot épargne. Mais à un moment donné, c'est de l'argent qui dort. C'est de l'argent qui reste là. Investir, c'est l'argent qui travaille. Alors, il faudra accepter cette petite part de risque parce qu'on a déjà des parts de précaution. On vise un rendement, on vise à faire grandir ce capital, on vise à le faire travailler dans la durée. Enfin, bref, on vise à investir, à faire quelque chose de son argent et pas à le laisser dans une petite boîte. Ouais, donc on a aussi une érosion de l'inflation, il me semble. Oui. L'inflation, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Garder de l'épargne voilà, ça protège, c'est bien, mais on a moins d'argent dans 3, dans 4, dans 5 ans. Quand on investit, on construit. Il faut faire les deux, mais pas forcément au même endroit. Là, depuis le début, on parle le mot est un peu fort, hein, des erreurs qui peuvent ruiner le patrimoine, mais je crois qu'il y en a une quand même qui peut être, je dirais, costaud en termes de conséquences, c'est le manque de protection. C'est ça, hein, familial, manque d'anticipation. Tu peux nous en parler? Comment protéger et quelles sont les conséquences d'une mauvaise protection familiale peut-être sur le patrimoine? On a tous, je pense, autour de nous, malheureusement, des séparations. Je vais prendre juste ce thème-là, où on se retrouve avec avant un couple qui avait un certain niveau de vie, un certain patrimoine, et qui, de par un fait de vie, une séparation, se retrouve à devoir vendre, gagner moins, commencer à parler pension, commencer à devoir liquider du patrimoine pour rembourser une soude pour l'autre, et ainsi de suite. Enfin bref, et on se retrouve avec 2 personnes qui étaient là et qui redescendent potentiellement là. Donc oui, tout ça, ça se prépare. Ça peut ruiner un patrimoine de ne pas avoir anticipé comment ça pouvait se passer. Alors, on n'anticipe jamais ces situations de vie, mais ne pas avoir anticipé, de dire tiens, j'ai mis ça en place au cas où il m'arriverait ça. J'ai mis ça en place au cas où il m'arriverait ça. Des enfants de plusieurs unions, ça n'arrive jamais. Ils s'entendent toujours très bien et devant le notaire, tout se passe très bien. Indivision, oh là là, mais c'est magnifique. Quand on vend un bien individu, qu'on est 3, 4 ou 5, tout le monde signe tout le temps. Donc voilà, donc il y a protéger son argent, c'est aussi protéger les personnes et c'est se dire, voilà, un patrimoine non organisé, ça va potentiellement enrichir les conflits. Donc, il vaut mieux protéger ses familles. Alors, c'est souvent compliqué tout ça, Fabien, parce que pour ceux qui nous écoutent, je pense que beaucoup se disent, mais moi, je n'ai pas le patrimoine
qui nécessitent de préparer la succession avant d'être âgé ou des choses comme ça. J'ai qu'un bien, ou souvent les Français ont leur résidence principale, ils ont souvent un locatif à côté, un peu d'épargne. Est-ce que il faut, je dirais, enterrer cette idée-là quand on a un patrimoine comme ça, ou est-ce qu'on a nécessité justement d'anticiper avant d'être dans le grand âge? Parler de la mort, malheureusement, ça fait partie de nos sujets de tous les jours. Parce que aujourd'hui, je fais une digression 30 secondes, on peut travailler l'impôt sur le revenu, on peut travailler un peu la pression fiscale, mais la pression transmission, qu'elle soit sous l'angle organisation et sous l'angle fiscal, c'est souvent le bas qui est le plus important, qui blesse le plus dans une famille. Donc, une transmission, ça ne se prépare pas à la fin, puisqu'à la fin, finalement, c'est le notaire qui vous l'organise, votre transmission. Ça s'anticipe bien avant. Que vous ayez qu'une résidence principale, que vous ayez une assurance vie, qu'un bien locatif, ou une somme de tout ça, une petite entreprise familiale ou une grande entreprise familiale, ne pas anticiper, globalement, c'est priver des quelques options ou des quelques conseils que l'expert comptable, que le notaire, que l'avocat, que nous, on pourrait donner pour dire « Ah, vous avez ça, attention, si vous arrive quelque chose, il pourrait y avoir ça, mettez ça en place. » Un bout de papier, mandat effet posthume, comment s'organise la répartition de mes biens après mon décès, qui va gérer, des petits bouts de papier qui ne nécessitent pas de coûts complémentaires, hormis aller chez le notaire, mais voilà. Donc, non, surtout, Damien, tu as raison de le dire, il faut anticiper. Ouais, alors là, c'est très factuel, effectivement, hein, ce qu'on voit et ce qu'on ressent, tu dois le voir aussi avec tes clients, mais il y a un côté, c'est comme ça, mais il y a un côté très psychologique aussi, hein. Est-ce qu'on est en capacité, tu parlais de la mort, je pense que toi, tu vous arrêter au conseil factuel, objectif, pas, vous rentrez pas là-dedans, enfin, sauter le pas, je dirais, pour aller voir un notaire ou aller voir un conseiller chez Prélis Family pour préparer ça, certaines personnes ont du mal, non? C'est ce que tu dois voir. Ouais. Oui, des personnes se disent qu'ils sont aussi pas concernés parce qu'ils pensent qu'avec, tu l'as bien dit, avec un ou deux biens, ça ne sert à rien. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter que ce que les parents construisent, ça devienne un problème pour les enfants. Et oui, c'est ça. Ok. Dernière erreur. Il y en a d'autres, mais il faut qu'on s'arrête parce qu'après, on va y passer l'après-midi. Une erreur invisible. Ouais. Une erreur invisible, jamais faire le point. C'est-à-dire qu'il y a des périodes comme ça où certains font un point sur leur carrière professionnelle, certains font un point sur leur patrimoine, certains font un point sur les vacances qu'ils n'ont pas faites. Enfin bref. Ouais. Et dans notre métier, ce qui manque, c'est faire un point, c'est de faire une étude patrimoniale, un petit bilan, même s'il n'y a pas grand-chose en patrimoine ou s'il y a beaucoup. C'est à un moment donné faire une photo et se dire, tiens, ce que j'ai construit, est-ce qu'il est encore en adéquation avec ma famille et avec là où je veux aller? Si la réponse est oui, tant mieux, mais on voit souvent que la réponse est oui, mais ou non. Alors, quand il y a un oui, mais, c'est facile. Quand il y a un non. Alors, pour être précis, parce que tu te souviens, hein, quand on a lancé Prélis Family, l'objectif, c'était de pouvoir rendre accessibles tous ces conseils-là à monsieur et madame tout le monde, finalement, parce que la gestion de patrimoine, pour certaines personnes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est moi, je ne suis pas concerné par ça. Pour donner quelque chose de précis, Fabien, du coup, on a une maison, un bien locatif, une assurance vie. Est-ce que dans ce cas-là, c'est important, tous les 10 ans, tous les 20 ans, de faire un bilan patrimonial? Et donne-nous un coût, si tu peux, un coût d'un bilan pour des clients qui seraient dans ce cas-là. Pour moi, on fait un contrôle technique de voiture qui est obligatoire au bout de certaines années. Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, je conseille quand il y a un changement, alors globalement, quand il y a un changement familial, de pouvoir faire un point, notamment sur mon nouveau conjoint, à quoi il aura le droit. Est-ce que je dois me remarier? Est-ce que je dois être séparatiste, et ainsi de suite. Et là, il n'y a pas de niveau de patrimoine finalement, parce que même si on n'a qu'une résidence principale, c'est peut-être l'actif de l'un, il y a peut-être une soulte à payer à l'ancien conjoint, donc il y a de l'endettement, mais le deuxième vit dedans, mais on ne s'entend pas avec l'un des enfants qui est derrière, donc c'est ça aussi un bilan patrimonial, c'est à un moment donné de faire un point sur la croisée des chemins, prévoyance, famille, épargne, fiscalité et tout.
Donc, je dirais qu'il faut en faire. Régulièrement, voilà, j'allais dire, nous, on propose à nos clients, quand ils le veulent, de faire un bilan patrimonial. Quand ils ont un investissement, on s'assoit avec eux, on fait ce fameux bilan. Et tous les 1 ou 2 ans, on le met à jour. D'accord? Donc, un coût pour la réalisation, on est à partir de 1 790 € TTC, si je ne dis pas de bêtises. Et le coût d'une mise à jour, c'est une simple consultation patrimoniale, c'est 190 € d'échange, il n'y a rien qui a changé, votre maison là est toujours là. Ah non, j'ai vendu, je me dis, ah bah là, il faut peut-être refaire. Ok, très clair. Pour terminer, est-ce que tu peux de ton avis, là, les 3 erreurs prioritaires ou les 3 choses à faire, finalement? Les 3, première. ben, le bilan. Faites un bilan, posez-vous avec voilà, pour éviter que ça vous ruine votre situation. Posez-vous avec un CGP et faites votre bilan. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment l'erreur invisible, mais j'insiste dessus. Même un entretien d'1 heure, peu importe, mais validez que vos orientations actuelles avancent bien dans votre. Ok, la deuxième. Ben, on va parler un peu fiscalité, ça ne te dérange pas? Ouais. Confondez pas le net et le brut. Parce que voilà. Vous ne faites pas voir par le miroir aux alouettes, quoi, finalement, c'est ça. Voilà, exactement. Ne confondez pas le net et le brut. Parce que derrière, il y a des choses à perdre et qu'il y a un peu de fiscalité. Et puis la troisième, c'est penser famille. On l'a dit, on a un peu dit toutes les erreurs et je les regroupe, mais penser famille. Pour éviter les problèmes. Laisser du patrimoine, pas des problèmes. Ouais, ok, très clair. Alors avant de répondre aux questions, parce qu'on en a quand même quelques-unes, tu voulais nous parler d'une anecdote? Oui, bah on parle souvent de rendement. C'était dans la partie rendement. On dit toujours attention que le rendement ne soit pas une arnaque. Bah, quelquefois, même quand c'est proposé par quelqu'un en qui on croit, je parle d'un conseil. Alors là, en l'occurrence, c'était un expert comptable qui a préconisé à certains clients d'investir dans des cryptos. 200, 300, 400 000 euros. Donc, ça devient des actifs assez importants, que ce soit pour la trésorerie d'entreprise ou que ce soit à titre personnel, sur lequel lui-même avait investi, donc donné beaucoup confiance. Donc, j'allais dire, on n'a pas de raison de douter en disant que c'était du 15-20%. Le mot, c'était du 15-20% quasi garanti. Le quasi est quelquefois sorti de la conversation. Et puis de se retrouver à la fin avec une pyramide de Ponzi et d'avoir tout perdu, même lui. Donc, même les personnes qui vous disent « Moi, ouais, mais toi, tu fais du livret A, tu gagnes 2, moi, je fais toujours du 10, du 15, du 20 », méfiez-vous des miroirs aux alouettes. C'est ça, c'est toi qui dis ça? Je crois que c'est pas mal. Voilà. Ok, donc anecdote, on tourne un peu toujours en rond, mais faites attention au placement trop rentable. Oui. Ou alors j'allais dire, allez jouer au casino, au moins vous passerez un bon moment, quoi. Non? Ou alors faites des dons. Après, les familles peuvent accepter des dons. Vous faites des dons. Première question. Merci Fabien pour toutes les réponses. Là, c'était clair comme à chaque fois. On a une question de Malik. Donation de son vivant à ses enfants, de la nue propriété de son bien immobilier pour anticiper les droits de succession. C'est une affirmation, une remarque. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que c'est la question. Oui, parce qu'on avait fait un webinaire sur le sujet de donner trop tôt ou donner trop tard, de mémoire. Et c'est vrai que donner avec réserve d'usufruit permet d'allier le meilleur des deux mondes. Je conserve les revenus, donc si j'ai une problématique retraite, je peux continuer à en profiter. Et puis, quand il m'arrive quelque chose, j'ai déjà donné. Donc, finalement, cet actif sort de mon patrimoine et n'est plus taxé. Donc, et en plus, il y a une petite décote d'inscrire avec réserve d'usufruit. Donc, oui, Malik, tout à fait raison. Ça fait partie des armes. Ok. Éléonore nous dit bonjour. Est-ce que Prélis Family peut apporter des conseils sur un montage pour de l'investissement immobilier, entre parenthèses, type SCI? La réponse, c'est un grand oui, parce que c'est ce que vous faites au quotidien. Effectivement, alors je vais lui répondre. L'année dernière, on a eu entre 1500 et 2000 demandes. Dans 80% des cas, c'était ça. J'ai un projet immobilier. Je me pose des questions sur comment je dois investir, seul, en couple, avec les enfants. Faut-il que je crée une société? Oui, mais
quel type de fiscalité? Faut-il que je crée une holding parce que j'ai déjà des sociétés? Enfin oui, donc la réponse est un grand oui, Damien. Éléonore, Fabien, je lui réponds, je lui donne l'adresse contact, @prelisfamily. On lui répondra sous max 48 heures. Super. Laurent qui nous dit apporter un bien immobilier déjà détenu en nom propre à une SCI à créer pour y ajouter les enfants coûte beaucoup d'argent en frais administratifs et de mutation et de notaire, mais aussi comptable et fiscal. IMPI, déclaration 2072, etc. C'est un peu décourageant quand on est déjà âgé. Vous ne trouvez pas qu'avec 1 ou 2 enfants, c'est plus facile de donner juste la nue propriété d'un bien plutôt que de se lancer dans une bascule du bien dans une SCI? Alors, je suis d'accord avec 99% de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que on l'entend souvent sur le terrain. Bah, j'ai un bien immobilier, je vais le basculer dans une SCI, hop, c'est miracle. C'est comme la holding. Magique. J'aurais dû rajouter ça en erreur qui ruine le patrimoine. Tiens, penser que la SCI est un investissement magique. Voilà, comme ça c'est dit, ça reboucle le sujet. Effectivement, quand on passe d'un propriétaire 1 à un propriétaire 2, donc monsieur ou madame ou monsieur tout seul à ou madame tout seul à une SCI, forcément il y a 1, les plus-values qui se déclenchent, 2, des droits d'enregistrement au taux maintenant de 5,80 voire plus, nous on fait nos 6 sur 6, les émoluments du notaire, puis derrière, on a les frais de constitution de la SCI. Alors ça, j'allais dire, c'est marginal peut-être à côté des droits d'enregistrement, je ne parle pas des émoluments du notaire, des droits d'enregistrement de la plus-value. Et puis ensuite, on parle de 2072 de comptabilité. Effectivement, il peut y avoir des frais de comptabilité. Quand on fait, nous, ce type de montage, et on en fait donc régulièrement, et on le préconise, et on met en avant le coût, mais on met en avant le gain. C'est-à-dire qu'on sait en moyenne que ce que l'on paye aujourd'hui pour faire le montage, on le récupère sur X ou Y mois ou X ou Y années. Et là où le 1% où je ne suis pas d'accord, c'est que le fait de faire ça et de savoir que, OK, on paye un peu maintenant, mais on gagne dans 2 ou dans 2 ans et demi, on est en train juste de régler les problématiques familiales avec des statuts formatés à jour qui permettent de faire la paix des ménages. Donc, pour un coût qui est annulé au bout de 2 ans ou 2 ans et demi, laisser ses enfants en indivision, ce n'est pas toujours le bon choix. Oui. Sauf que le coût est trop important. Ça, c'est à calculer de manière factuelle. Okay. Et toujours Laurent qui nous dit en parallèle, on garde des assurances vie pour que les enfants touchent du capital pour payer les autres frais de succession après notre décès. Je pense que important. Ça fait partie de la diversification. Oui, tout à fait. Et de pouvoir, dans les 6 mois, payer, c'est ce qu'on disait, pas tout sur l'immobilier, pour pouvoir payer. Oui, c'est ça. Bonjour à tous, excusez-moi, j'étais en rendez-vous. Est-ce qu'il est possible d'avoir un replay, Régis? Donc, Régis, je vous ai envoyé la chaîne YouTube. Vous avez le replay je crois qu'on a fini. Hein. Éléonore nous dit top. Éléonore nous dit je suis à Tours. Donc on va recontacter Éléonore ou Éléonore si vous pouvez envoyer vos coordonnées sur la boîte contact, votre téléphone, comme ça on vous rappelle. Laurent qui nous dit ok, merci beaucoup, à bientôt. Et je crois qu'on a fait des émules hein, sur ce webinaire. Très bien. Oui. En tout cas, 40 minutes, c'est des webinaires assez long, donc j'espère que ça vous a plu. On a Julien qui nous dit super. Non, sujet, format et intervenant canon, merci pour ces bons conseils. Et ça fait toujours plaisir. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, on va se quitter là et on va se dire à la rentrée maintenant, parce qu'on n'a pas de webinaire juillet et août, hein, parce qu'on part en vacances, on ne va pas avoir grand monde. Donc on vous envoie le programme qui est en cours de réalisation dans les semaines à venir. Ok, voilà. merci si tout le monde. Comme on a dit l'année dernière, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Vous avez l'adresse contact@prelisfamily. On peut avoir un ou deux sujets qui soient sur mesure pour vous, pour que ça colle à votre demande. Exact. Ciao Fabien, au revoir tout le monde. Merci, bon week-end. On a des bons week-ends, merci, ça on aime bien ça. Des fois vous êtes sympa, vous êtes drôle, vous êtes beau, on n'a pas. Merci, bonnes vacances. Ah, il y en a un qui part en vacances. On est le 5 juin, bonnes vacances. Allez, Kevin, bonnes vacances. Merci. Ça ne ruine pas un patrimoine, les vacances de 3 mois. Ça y contribue. Allez, ciao. Ciao. Salut.